Je vais laisser les participants donc, se connecter. Je vais faire juste une petite introduction en attendant que tout le monde ait pu se mettre en ligne. Donc, je suis Andrea Perrier, directrice du Centre Ressources Autisme Limousin. Je vous remercie donc d'assister au webinaire d'aujourd'hui donc sur l'approche sensorielle et l'autisme. Donc, nous organisons donc cette semaine différents webinaires dans le cadre des Journées mondiales de l'autisme donc du 2 avril. Donc aujourd'hui, c'est nos collègues Tiffaine Casteran, donc psychomotricienne au CRA Limousin, et Pauline Bugeaud, ergothérapeute au CRA Limousin, qui vont vous proposer cette thématique approche sensorielle de l'autisme. Cet après-midi, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez encore vous inscrire pour rapport à la douleur et autisme qui sera présenté par Ondi Consult à 14 h. Et demain, donc lors de la Journée mondiale de l'autisme, donc on a souhaité donner la parole aux personnes autistes, puisque c'est avant tout pour eux que cette journée existe. Donc le matin, donc ce sera des témoignages qui auront lieu donc dans l'enceinte du CRA de personnes avec autisme. Et l'après-midi, le docteur Lemonnier présentera les processus développementaux et l'autisme pour clôturer cette journée. Donc, au niveau du webinaire de ce matin, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q et R en bas d'écran, donc questions et réponses. Je vous remercie de ne pas le faire dans le fil de discussion pour faciliter le suivi des questions-réponses qui seront restituées aux intervenantes au terme du webinaire. Donc, vous pouvez les poser de façon, si possible, assez synthétique et pas trop individualisée, et de le faire en répondre en accessible par tout le monde pour qu'ils puissent aussi avoir les réponses qui soient apportées et que chacun en ait la visibilité. Donc, si vous souhaitez également que d'autres thématiques soient développées, nous allons organiser d'autres sessions de webinaire en fin d'année avec d'autres partenaires. Vous pouvez, dans cas de satisfaction qui vous sera posé au terme du webinaire, notamment dans la partie commentaires, indiquer s'il y a d'autres thématiques qui vous intéresseraient. Voilà, je vais vous remercier encore de votre participation et laisser la parole à Pauline Bugeaud et Tiffaine Casteran. Merci beaucoup à vous. Donc, bonjour à tous, moi je suis Tiffaine Casteran, je suis psychomotricienne au Centre Ressources Autisme de Limoges. J'exerce aussi en centre référent des troubles du langage et des apprentissages. Et moi je suis Pauline Bugeaud, ergothérapeute au Centre Ressources Autisme également et à la maison d'accueil spécialisée de la page 87. Donc j'exerce auprès de personnes en situation de polyhandicap et d'autisme. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de l'approche sensorielle de l'autisme avec, dans un premier temps, un focus sur le profil sensoriel, le développement et ses impacts sur les comportements avec quelques exemples. Et dans un deuxième temps, Tiffaine vous parlera du développement sensorimoteur en lien avec le système sensoriel également. Petit souci technique. Donc, un petit point de définition pour commencer. Sur la sensorialité, qu'est-ce que c'est? C'est une caractéristique de tout être vivant qui est pourvu d'un système sensoriel. Le système sensoriel va se déployer progressivement tout au cours du développement et il comprend ce qu'on appelle communément les 5 sens. Donc, la vision, le toucher, l'audition, l'odorat et le goût. À ces 5 sens viennent s'ajouter la proprioception et le système vestibulaire, dont on pourra reparler un petit peu plus tard. Les compétences sensorielles vont se développer très tôt pendant le développement et vont déjà être présentes en fait in utero. Donc au fœtus, on attribue déjà des caractéristiques sensorielles et elles vont donc être fonctionnelles dès la naissance. Mais après, elles vont continuer à se développer et à maturer par la suite, en même temps que tout le reste du système nerveux. Pour obtenir une réponse sensorielle à un stimuli, toutes les informations qui sont perçues vont devoir être traitées, et c'est ce que l'on va appeler l'intégration sensorielle. Un petit focus sur l'intégration sensorielle. Il s'agit du processus en fait, par lequel le cerveau va recevoir, va traiter et va répondre de manière adaptée aux différentes informations qui sont perçues. Donc, ces réponses peuvent être de différents types. Ça peut être des gestes, ça peut être des comportements, mais également des émotions.
c'est en fait la capacité à sentir ce qui nous entoure, à comprendre l'environnement et à organiser toutes les informations qui proviennent à la fois de son propre corps, mais également de tout l'environnement. Une bonne intégration sensorielle et surtout une bonne intégration et une bonne organisation de toutes les informations qui sont perçues vont être nécessaires au bon développement de l'enfant et de la personne. Développement qu'il soit sensoriel, qu'il soit comportemental, cognitif ou encore moteur. Et elle va constituer, vous avez le schéma à l'écran, la base de la pyramide des apprentissages chez l'enfant. Pour une intégration sensorielle qui ne se ferait pas ou qui se ferait mal, ça peut avoir des impacts sur différents aspects. Ça peut avoir des impacts comportementaux, ça peut avoir des impacts relationnels sur les relations sociales, sur les interactions sociales, sur les habilités qui sont autour, sur les loisirs, sur les capacités d'apprentissage, sur l'autonomie, sur la vie quotidienne de manière générale. Un petit focus sur le fonctionnement sensoriel. Donc, on va avoir la réception d'une information sensorielle qui va devoir être intégrée, comme nous venons de le dire. Cette information va être modulée dans le cerveau afin de permettre une réponse qui va être adaptée et l'apparition d'un apprentissage, d'un comportement, d'une émotion. Et le feedback, l'information sensorielle. Ce qui est important de savoir et de retenir ici, c'est que nous sommes constamment soumis aux informations sensorielles, quelles qu'elles soient auditives, qu'elles soient visuelles, au niveau de l'odorat, peu importe où l'on est, on reçoit en permanence une multitude de ces informations et de manière simultanée. Chez une personne neurotypique, le traitement de ces informations-là vont pouvoir se faire rapidement, de manière simultanée, et la réponse qui va pouvoir être donnée ou occultée en fonction du besoin. Pour une personne avec un développement qui n'est pas neurotypique, chez une personne avec autisme, ces informations vont devoir être traitées pour la plupart de manière individuelle, vont devoir être analysées, ce qui peut être très long et ce qui peut avoir des conséquences au niveau des comportements qui ne vont pas forcément être adaptés à toutes les situations. Un petit point sur le profil sensoriel. Alors, qu'est-ce qu'un profil sensoriel? C'est ce qui va permettre de fournir des informations sur les tendances de l'enfant, de la personne de manière générale, à réagir aux stimuli qui sont perçus. Et ça va également permettre de fournir des informations sur les différents systèmes sensoriels qui vont être susceptibles soit de contribuer, soit de faire obstacle à une performance fonctionnelle, quelle qu'elle soit. La théorie du profil sensoriel s'appuie sur la théorie de l'intégration sensorielle. Donc, ça permet d'expliquer les comportements par l'interprétation de la capacité de la personne à intégrer des stimuli sensoriels. Excusez-moi. Donc, ça s'appuie également sur l'hypothèse d'une interaction entre les seuils sensoriels et les réactions comportementales. Un seuil sensoriel, qu'est-ce que c'est? Ça fait référence en fait au niveau de stimulation, donc la quantité d'informations sensorielles qui va être nécessaire au niveau du neurone afin d'obtenir une réponse de sa part. Donc, concrètement, pour une intensité d'information perçue, donnée, si on va avoir un seuil neurologique qui est bas, l'activation neuronale va être très importante face aux stimuli. Donc, on va parler dans ces cas-là d'une hypersensibilité. Au niveau comportemental, on a des répercussions qui vont être de l'ordre d'une mise en alerte de la personne qui va être plus importante, d'une irritabilité qui va être très présente, avec un profil plutôt hyperactif. Et la mise en place possible, en conséquence de tout ça, de stratégies d'évitement par rapport à ces sensations perçues.
La personne va alors avoir souvent des difficultés à s'habituer à ces stimuli qui vont être très dérangeants pour elle au quotidien. A contrario, avec un seuil neurologique qui est plus haut, l'activation neuronale sera plus faible par rapport aux stimuli perçus. Donc, dans ces cas-là, on va parler d'une hyposensibilité. Cela se traduit au niveau comportemental par un profil qui va être plutôt hyporéactif. Donc, la personne va être peu intéressée par les stimuli en question, elle va être plutôt apathique, et dans ces cas-là, on peut observer une recherche plus importante des sensations, avec des difficultés à sensibiliser l'enfant à ces stimuli qui, en fait, ne vont pas l'intéresser. Alors, on va développer un peu plus l'hypo et l'hypersensibilité. Concrètement, qu'est-ce que ça donne au quotidien avec des exemples de comportements qu'on peut observer en fonction des différents profils. Et puis, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il est aussi important d'avoir à l'esprit qu'un profil sensoriel n'est pas uniforme. On peut avoir un profil plutôt hyper réactif au niveau tactile et hyporéactif au niveau olfactif. Et donc, il va falloir adapter les prises en charge et les réflexions autour de ces particularités. Donc, commençons avec le côté tactile. Une hypersensibilité tactile, comment ça va se manifester? Eh bien, ça va se manifester par un évitement du contact physique. Avec, par exemple, un enfant qui va être inconfortable au moment du séchage des cheveux, qui ne va pas supporter de porter certains vêtements, certaines textures, des vêtements qui vont être trop serrés ou qui vont gratter un petit peu, les étiquettes vont pouvoir le déranger. Il va également avoir des difficultés pour le brossage des dents avec une irritabilité buccale qui peut être plus importante. Et ça va également pouvoir, dans le même temps, se répercuter au niveau de l'alimentation avec l'intrusion des aliments qui peut parfois être compliquée. Pour l'hyposensibilité tactile, au contraire, on va avoir souvent des essais pour obtenir des sensations tactiles avec, au niveau comportemental, des choses qui peuvent nous paraître parfois étranges. La personne va essayer de toucher, va rechercher le contact physique qui peut souvent paraître inapproprié. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous qui va essayer de vous toucher les cheveux. On peut avoir également une exploration au niveau oral qui va être très importante, surtout pour les personnes qui vont avoir une déficience intellectuelle associée à cette hyposensibilité, une hypersalivation et également des manques de réaction à la température, à la pression, des comportements de grattage ou encore des réactions paradoxales et inhabituelles à la douleur. Par rapport à cet aspect-là de la douleur, il va y avoir un webinaire cet après-midi proposé par Andy Consult sur ce thème. Au niveau visuel, donc de manière générale, il est quand même important de rappeler que les personnes avec autisme s'appuient beaucoup sur cette fonctionnalité-là visuelle pour recueillir toutes les informations de leur environnement et puis essayer de les comprendre et de s'y ajuster au mieux. Donc, les conséquences, une personne qui va avoir une hypersensibilité au niveau visuel va présenter un évitement du contact visuel. Elle va chercher à éviter également les lumières vives, les différents reflets, et elle peut se focaliser sur différents détails auxquels on ne porterait pas forcément attention. Avec une hyposensibilité visuelle, au contraire, on va avoir une attirance pour ces stimulations visuelles. Alors, cette attirance peut être plus ou moins importante, ça peut être pour les reflets ou les lumières vives, comme on disait tout à l'heure, mais aussi pour les variations d'intensité. Ça peut être un enfant qui va aimer allumer ou éteindre un interrupteur, qui va beaucoup agiter les doigts devant ses yeux, ou des objets, qui peut rester longtemps à regarder l'ouverture et la fermeture d'une porte au supermarché, qui peut fixer également l'écoulement de l'eau du robinet, par exemple. Voilà. Au niveau auditif,
Une hypersensibilité auditive peut se manifester par une sensibilité accrue aux différents sons, même les plus anodins et ceux qui peuvent nous paraître imperceptibles, comme simplement les vibrations des néons au plafond, qui peuvent être dérangeants. Cela va entraîner un évitement des lieux, des espaces où la personne va être exposée à ces stimulations-là. Donc, ça peut aussi être un enfant qui va avoir des difficultés à filtrer les bruits de fond, donc il va être dérangé par les brouhahas dans une salle de classe, par exemple, et qui va avoir tendance à se couvrir les oreilles ou même à produire de lui-même des sons afin en fait, de couvrir ceux de son environnement. Avec une hyposensibilité auditive, au contraire, on va avoir une faible réactivité au son et notamment au son du langage. Donc, ce sont des enfants qui ne vont pas forcément répondre à l'appel de leur prénom, de manière immédiate, et qui vont avoir tendance, par contre, à rechercher d'autres types de stimulation auditive. Donc, il peut avoir tendance à taper fort sur des objets, sur des tables. Il peut les secouer, rechercher des vibrations, écouter de la musique ou de la télévision très fort, coller son oreille aux enceintes près des haut-parleurs et aimer tous les sons qui vont être très rythmés. Au niveau olfactif, donc une hypersensibilité olfactive, elle va se manifester plutôt par une sensibilité accrue aux odeurs, toujours la même chose. Sauf que cette sensibilité accrue aux odeurs va les rendre incommodantes. Donc, la personne va avoir tendance à les éviter. Donc, quel type d'odeur? Ça peut être une odeur de parfum, une odeur de produit d'entretien. L'enfant va chercher à éviter toutes les situations dans lesquelles il peut être en contact avec ces odeurs-là. Ça peut également créer des difficultés au niveau de l'alimentation et du repas, avec un refus de manger certains plats, certains aliments, et notamment lorsqu'ils sont chauds, parce que lorsque l'aliment est froid, son odeur va être moins importante. Avec une hyposensibilité olfactive, on va avoir une recherche des stimulations olfactives, donc une recherche des odeurs fortes, avec des comportements de flairage des objets ou des personnes. L'enfant va pouvoir chercher à sentir les marqueurs indélébiles, l'essence, les odeurs corporelles. Il peut se lécher les mains aussi de manière importante ou encore se toucher les parties intimes ou vouloir manger très épicé. Pour le 5e sens, le gustatif. Une hypersensibilité gustative va se manifester par une sensibilité accrue au goût, aux saveurs, sucré-salé et aux textures aussi des aliments. Donc, on peut observer à ce moment-là une hypersélectivité alimentaire avec une préférence pour des aliments qui vont être plutôt fades, petits, qui vont être lisses, toujours en lien avec les textures également. Les aliments et les textures ne doivent pas être mélangés dans l'assiette aussi. C'est une particularité qu'on peut observer. Et au niveau clinique, on observe un réflexe vomitif qui va être beaucoup plus sensible. A contrario, un enfant avec une hyposensibilité gustative, lui, va manger de tout en faisant des grosses bouchées. Il va avoir tendance à garder les aliments à la bouche, aimer tout ce qui est épicé, salé. Et en plus des aliments, il peut chercher à apporter tout autre type d'objets, d'éléments non comestibles à la bouche. Pour le système proprioceptif, alors pour rappel, la proprioception, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va renseigner sur la position de son corps dans l'espace par rapport à son environnement. Donc, une hypersensibilité proprioceptive va se manifester par des postures et des attitudes corporelles qui peuvent paraître bizarres. On va avoir un enfant qui va vouloir tourner son corps pour regarder quelque chose, tourner son corps entier. Il va avoir des difficultés dans la manipulation des petits objets. Alors qu'un enfant qui va avoir une hyposensibilité proprioceptive, lui, va avoir une attitude qui va être beaucoup plus hypotonique,
en lien en fait avec une inconscience des sensations qui sont perçues et de la position de son corps dans l'espace. Donc, c'est un enfant qui va souvent se cogner, qui va souvent trébucher, qui va avoir tendance à frôler les murs ou à s'appuyer contre les murs, ou encore à se balancer beaucoup d'avant en arrière. Ce sont aussi des enfants qui vont pouvoir s'enrouler dans des couvertures lestées ou sous des coussins, parce qu'en fait, la pression va leur permettre de mieux percevoir les limites de leur corps. Pour le dernier sens, le système vestibulaire. Donc, pour rappel, le système vestibulaire, c'est ce qui va permettre de fournir des informations sur la position de la tête et du déplacement de son corps dans l'espace. Un enfant avec une hypersensibilité vestibulaire va avoir tendance à... On a un petit souci technique. Va être plutôt statique, il ne va pas apprécier les mouvements rapides, les situations dans lesquelles il va être en balancement ou en équilibre précaire. Il ne va pas être à l'aise dans les escaliers, il ne va pas être à l'aise lorsque le mouvement n'émerge pas de lui. Si on veut le guider pour l'emmener quelque part, il va être dérangé. Au contraire, un enfant avec une hyposensibilité vestibulaire va bouger beaucoup. Il va sauter dans tous les sens, il va tourner sur lui-même, il va pas arrêter de se balancer. Il va présenter aussi des postures corporelles qui peuvent également paraître étranges, comme par exemple aimer se suspendre la tête en bas ou avoir une démarche sur la pointe des pieds sautillante. Et c'est également des personnes qui vont être plutôt maladroites. Donc, pour prendre le relais, maintenant que tout cet aspect très théorique de la sensorialité, vous l'avez à peu près en tête, on va évoquer le développement sensorimoteur. Le développement sensorimoteur, c'est ce qui va concerner à la fois les phénomènes sensoriels, l'activité motrice et les interactions entre ces deux éléments. C'est une période qui est très courte, qui est la période de 0 à 2 ans. Donc, autant vous dire qu'on va parler de développement sensorimoteur jusqu'à 2 ans. Et au-delà, on parlera du développement sensoriel et moteur. On ne va plus combiner les deux termes. Cette période, elle est particulière parce que c'est la période du tout petit où il va y avoir effectivement ces informations sensorielles qui vont guider le mouvement. Donc là, on peut le voir. Pourquoi le bébé va essayer d'aller saisir un objet? Parce que visuellement, ça va l'attirer. Ou parce que le son qui a été émis par cet objet lui donne envie. On va aussi avoir de la combinaison sensorimotrice quand l'enfant va se rendre compte que le mouvement de la cuillère dans l'assiette lui amène derrière des informations gustatives et olfactives, il va reproduire ce mouvement pour obtenir à nouveau cette sensation. Et le bébé, donc de 0 à 2 ans, cette petite période, est continuellement soumis dans un environnement sensoriel. Il aura toujours, ce que vous disiez Pauline, on est dans un environnement qui nous amène continuellement de l'information. Et c'est ce qui va l'aider à évoluer de cette position en décubitus dorsal, le bébé qui est allongé sur le dos sur son tapis, à la station érigée bipodale sur ses 2 pieds et où il va même aller jusqu'à marcher. On a un auteur qui a théorisé vraiment le développement sensorimoteur, c'est Bullinger. Il s'est intéressé à cette courte période et à comment les enfants intègrent l'information. Il a développé la notion de flux sensoriel. Un flux sensoriel, c'est effectivement toutes ces informations sensorielles, ces stimuli sensoriels qui vont venir, selon lui, irriter un récepteur, en tout cas, vont continuellement le bombarder d'informations. Il en a développé 5. Il parle du flux visuel, donc, tout ce qui va correspondre à la part de la vision, le flux tactile, le flux olfactif qui combine finalement avec le flux gustatif. Pour lui, ce sont 2 éléments qui sont indissociables l'un de l'autre. Les flux sonores et enfin les flux gravitaires qu'on pourrait finalement rapprocher du système vestibulaire qui vont correspondre à toutes les informations liées à la gravité et la posture du corps. Selon Bullinger, c'est tous ces flux qui vont permettre de développer la compétence proprioceptive chez le tout petit et qui nous permettra d'ailleurs d'avoir un sens proprioceptif efficace. Dans le TSA, malheureusement, ce développement sensorimoteur, il va être atypique. Il va du coup nécessiter qu'on se questionne un peu plus, qu'on aille chercher des éléments.
On sait qu'entre l'intégration visiomotrice et la recherche de sensations, il va y avoir une corrélation. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a un effet de l'un et de l'autre. Donc, quand on a un tout petit de moins de 2 ans, qui va être dans cette recherche de sensations, qui va être constamment, ces petits qui vont réussir à mettre leur poing dans la bouche ou qui vont réussir à mettre des objets en entier, des jeux. On va commencer à se questionner une fois qu'on a dépassé l'âge de l'exploration par la bouche. On va commencer à se dire, est-ce qu'on n'est pas dans un profil de recherche de sensations? Et donc, on va les regarder sur le plan visiomoteur, comment ils se situent. Inversement, un enfant qui, sur le plan visiomoteur, nous semble un peu fragile, se développe un peu de façon atypique, on va quand même aller évaluer son profil sensoriel pour aller chercher qu'il n'y ait pas une recherche de sensations. Dans le TSA, c'est quelque chose qu'on remarque dès les premiers mois. Le second élément vraiment atypique dans le TSA, c'est la fonction posturale. C'est la gestion de sa posture en lien avec les informations sensorielles. Comment on l'a testé? On a mis des personnes sur une plateforme. On a notre plateforme, on a la personne sur la plateforme. Et puis, la plateforme, elle va être statique ou elle va être oscillante. Et après, on va proposer 2 conditions, yeux ouverts, yeux fermés. Et on va regarder comment la personne va s'ajuster. Quelle est la qualité des ajustements qu'elle va faire pour maintenir sa station debout sur cette plateforme. Chez le sujet dit neurotypique, indemne de toute pathologie, on se rend compte que ce qui va être prépondérant, c'est le contrôle de la vue. C'est est-ce que les informations visuelles vont être plus utiles ou pas. Dans le cadre de ces personnes-là, c'est vraiment sur la vision qu'ils vont s'appuyer. Or, quand on fait passer la même situation à des enfants, des adolescents et des adultes avec un trouble du spectre de l'autisme, on se rend compte qu'ils ne vont pas s'appuyer tant que ça finalement sur la vision. Dans ce genre de situation, ils vont s'appuyer sur l'aspect proprioceptif. Ils vont vraiment prendre en compte leur proprioception. Le profil sensoriel, cette diapo finalement, s'il y a une chose à retenir sur l'évolution tout au long de la vie, c'est vraiment cette idée de vague. Le profil sensoriel, il n'est pas fixe. Un matin, vous pouvez être plutôt hypersensible, le lendemain, plutôt hypo. Et puis dans la journée, ça peut évoluer. Ce qu'on sait dans le cadre du TSA, parce qu'on va s'intéresser aux troubles du spectre de l'autisme, c'est que finalement, la proportion de personnes, quand on expérimente, quand on fait des études à grande échelle, elle va concerner 30 à 100% des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc finalement, on a un pourcentage de personnes avec un TSA qui trouveront un profil sensoriel dit typique. Donc du coup, ça va nous entraîner à nous questionner. On sait aussi, et ça à retenir, que le profil sensoriel, quand il est atypique, ce n'est pas non plus indicateur d'un TSA à tout prix. On va le garder en tête parce que 15% des enfants dits neurotypiques, indemnes de toute pathologie, va pouvoir présenter un profil sensoriel atypique avec des hyper ou des hyposensibilités. Quand on s'intéresse au trouble du spectre de l'autisme, on se rend compte que dans le cas de l'hyperréactivité sensorielle, ça va monter jusqu'aux 6-9 ans de l'enfant. Et puis à partir de 6-9 ans, on va avoir un enfant qui va réussir à mieux se réguler, ou en tout cas qui va réussir à masquer certaines hypersensibilités. On sait aussi que tout au long de la vie, ça va évoluer. Maintenant qu'on vous a fait toute la part finalement théorique, on va vous parler un petit peu aussi de l'évaluation, parce que c'est bien gentil, voilà, on vous a expliqué hyper, hypo, ça fluctue. Maintenant, quand vous avez la personne en face de vous, concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour comprendre son profil? On a une multitude d'outils. Le premier, c'est le profil sensoriel de Dunne, qui est basé finalement sur le modèle dont vous parlez, Pauline. Ce test, c'est un questionnaire qu'on va faire passer aux proches aidants. Donc, proches aidants, ça va être les parents, ça va être les grands-parents, ça peut être les éducateurs en structure. En tout cas, des personnes qui connaissent bien l'enfant, puisque là, on est sur un questionnaire qui va concerner une petite période de 3 jusqu'à 11 ans. Et on va analyser pour déterminer un profil de fonctionnement global. Actuellement, on entend parler de la seconde version du profil sensoriel de Dunne. Effectivement, il y a un réétalonnage qui a été mené. Donc, dans la zone nord-américaine, on a un étalonnage qui va de la naissance jusqu'à 90 ans. Actuellement, en France, c'est en cours d'étalonnage. C'est en cours de réflexion pour qu'effectivement, on puisse avoir des normes et des questions qui soient adaptées à la culture française. Donc, ça arrive, ça met un peu de temps, mais ça va arriver. Donc, on aura une nouvelle version qui nous permet d'éteindre cette tranche d'âge qui, là, est très limitée à 3 à 11 ans.
Vous pouvez aussi faire le profil sensoriel et perceptif de Bogdachina. C'est un questionnaire qui est à nouveau complété par les proches aidants. Il va avoir une petite différence. Tout à l'heure, dans le profil de Dune, on essayait d'avoir un profil de fonctionnement. Là, on va aller chercher les forces et les faiblesses de la personne. On va aller chercher où est-ce que le fonctionnement il est opérant, où est-ce que le fonctionnement n'est pas opérant, mais finalement, il y a des compétences quand même en lien. Et à partir de là, on va pouvoir proposer une intervention, un accompagnement vraiment adapté à la personne. Le seul petit bémol, c'est que c'est un questionnaire qui fait 232 questions. Donc, il va demander un grand temps de lecture, puis de réflexion. Ensuite, on a l'ESA, qui est l'évaluation sensorielle de l'adulte et l'adolescent avec autisme. C'est un outil qui a été fait pour évaluer la réactivité sensorielle et l'accompagnement de personnes avec un TSA à l'âge adulte. Attention, on est sur un outil très spécifique qui va s'intéresser à une population qui a peu ou pas de communication. On ne va pas aller proposer une ESA à une personne qui a un bon niveau de communication dans le cadre d'une évaluation sensorielle. Ça ne va pas nous apporter suffisamment. Par contre, chez une personne qui a un petit niveau de communication, on va avoir du mal à avoir des retours, de la métacognition. Je réagis comme ça parce qu'en fait, je ne supporte pas la sensation du jus de l'orange sur mes mains quand j'épelle une orange. Donc là, ça demande quand même des bonnes compétences. Quand on n'a pas la capacité de le verbaliser, il va falloir que nous, on puisse aller évaluer pour comprendre le fonctionnement. Cette ESA, elle a deux modes d'évaluation. Une évaluation directe. Je suis avec la personne dans la salle et puis je lui propose un matériel et je vois comment elle réagit. Et puis une évaluation indirecte où là, on va utiliser un questionnaire, une observation au quotidien. Et on va combiner les deux pour réussir à définir un profil. Et puis ce profil, il va nous aider dans notre quotidien. Je vois qu'en fait, à chaque fois qu'il mange une orange, la personne va surréagir, va avoir un comportement problème. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est parce qu'il n'aime pas cette texture sur ses mains. La prochaine fois qu'il y a orange à la cantine le midi, je vais peut-être lui peler l'orange avant pour gagner du temps. Ou je vais lui proposer une autre stratégie. Ça va aussi nous servir parce que on va repérer ce que la personne aime et on va pouvoir l'utiliser en tant que renforçateur. Quand on n'a pas l'ESA ou qu'on a des enfants et qu'on veut tester et que l'ESA commence à l'adolescence, on va proposer une mallette d'évaluation sensorielle. On va partir du même principe. On va proposer plein d'outils sensoriels et puis on va voir qu'est-ce qui est apprécié, qu'est-ce qui est apaisant, qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui peut être douloureux. Et à partir de là, on va à nouveau pouvoir sortir des compétences, des difficultés, des renforçateurs ou au contraire des choses à évincer. Et enfin, on parlait tout à l'heure de développement sensorimoteur, on a un bilan, qui est le bilan sensorimoteur de Bullinger. Ce monsieur, à force d'observer des tout petits de 0 à 2 ans, de faire des théories sur leur fonctionnement, il a développé un outil d'évaluation qui va permettre d'identifier les compétences motrices, posturales et sensorielles du jeune enfant. Ce bilan, il est filmé. Il nous sert chez le tout petit parce qu'on va aller voir effectivement comment ça interagit entre sensorialité et motricité. Mais Bullinger, il ne s'est pas arrêté là, il ne s'est pas arrêté aux 2 ans. Il a surtout évoqué quand il y a une perturbation dans l'intégration sensorimotrice, quelles vont être les répercussions dans les années suivantes. Et donc, du coup, on va pouvoir finalement aussi un peu utiliser ce bilan-là quand on évalue des enfants de 4, 5, 6 ans, en se disant, je vais peut-être aller reprendre certains items du bilan sensorimoteur de Bullinger et je vais aller chercher, oui, effectivement, là, je me rends compte que sur le plan des flux tactiles, il y a peut-être quelque chose qui est mal intégré. C'est un bilan qui demande 2 ans de formation de la part des professionnels, d'où le fait qu'on n'en entende pas toujours beaucoup parler, parce que c'est une formation complémentaire. Et le petit dernier qui est arrivé, c'est l'EPSA. Donc, c'est l'évaluation des particularités sensorio-psychomotrices dans l'autisme. L'EPSA, c'est un outil qui a été développé pour évaluer chez les personnes avec un TSA de 2 à 12 ans leur fonctionnement psychomoteur et les répercussions et les liens entre sensorialité et psychomotricité. On a un questionnaire proche aidant, à nouveau, qu'on va proposer, où on va explorer vraiment tout le développement de l'enfant, et puis un questionnaire pour le psychomotricien qui va compléter en même temps que son bilan psychomoteur. Il va pouvoir d'ailleurs aller chercher les liens entre sensorialité, motricité, schéma corporel, gestion de l'espace. Maintenant qu'on vous a abreuvé d'informations, au quotidien, comment vous allez faire? Vous avez fait passer une ESA, c'est génial, vous avez ressorti des éléments. Concrètement, comment on le fait? Concrètement, au quotidien, comment je vais accompagner derrière la personne? On va avoir une petite boîte à outils. On va essayer de repérer un petit peu. Donc là, on vous propose diverses modalités. Si j'ai une hyposensibilité visuelle,
Peut-être que pour réussir à me concentrer en classe, j'ai besoin d'avoir des éléments visuels qui vont être attrayants, contrastés. Au contraire, si j'ai une hypersensibilité, peut-être que je vais atténuer les contrastes. Je vais pouvoir proposer des objets lestés avec un protocole qui encadre tout ça. On va pouvoir utiliser des colliers de mastication, des coussins pour justement aider la personne à être au mieux vis-à-vis du traitement sensoriel qu'elle a. Vous avez par exemple UpToys qui a proposé des infographies. Là, vous en avez une notamment sur les particularités sensorielles. Donc, si votre enfant, votre adolescent, votre jeune adulte ou même vous-même, vous avez besoin de vous balancer, de tournoyer. C'est un besoin. Donc, on l'a vu avec Pauline, ça peut être proprioceptif, ça peut être vestibulaire. Mais on va aller chercher du coup des stratégies au quotidien. Parce qu'effectivement, l'enfant qui va se balancer en classe sur sa chaise avec les 2 pieds qui décollent du sol, c'est quand même un peu dangereux. Et potentiellement, la maîtresse, elle ne va pas être d'accord parce qu'il risque de tomber, de déconcentrer la classe. Mais on a des outils pour compenser. On va pouvoir lui proposer des coussins kinésiologiques. On va pouvoir proposer un temps dans le hamac. Peut-être que pour lire, s'il a besoin d'être en mouvement, peut-être qu'on peut lui installer un hamac. Là, vous l'avez vraiment, chez UpToys, ils vont tout vous détailler. C'est des outils. Ça peut être, si je mastique continuellement, je mordis mes crayons, mes stylos bics. J'ai besoin d'avoir quelque chose en bouche, de mâchouiller pour me concentrer. Au lieu de mâchouiller tous vos stylos bics, peut-être que du coup, on va pouvoir proposer un collier de mastication ou un embout à mastiquer à mettre sur le crayon qui, du coup, sera plus adapté à ce besoin de sensation. On peut aussi, quand on est un peu doué en couture, ou on a une grand-mère, une tante, un peu douée en couture, on peut lui proposer de faire un coussin d'e-fidget. Les fidgets, ça a été la grande mode à un moment des hand spinners. On les a vus partout, c'était la folie. Voilà. Sauf que le hand spinner, à l'origine, c'est un outil qui a été développé pour les personnes à besoins spécifiques. On l'a développé parce qu'il y a besoin d'avoir du mouvement, d'avoir quelque chose à regarder. Donc, les fidgets en tant que tels, ce sont des petits outils du quotidien qui vont nous aider à rester concentrés, à assouvir un besoin de sensorialité ou au contraire à nous permettre de nous concentrer sur un seul stimuli sensoriel. Donc, le coussin fidget, vous prenez un coussin, vous prenez des petites activités à manipuler que la personne elle aime et vous allez tout coudre, tout coller dessus. Ça permet d'avoir du coup à portée de main. J'ai besoin qu'il soit assis à table parce que c'est un repas de famille, mais il a besoin de s'occuper les mains, il a besoin de faire quelque chose. Je lui mets le coussin sur les genoux et puis comme ça, la personne, elle peut être à table disponible avec les autres personnes de l'environnement du repas de famille, comme c'était le cas, parce que maintenant, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, tout en étant du coup suffisamment complété en termes de besoins sensoriels. Vous allez pouvoir aussi adapter aux besoins. Vous n'allez pas avoir les mêmes attentes et les mêmes besoins de sensorialité quand vous êtes à l'école, au cinéma, à la bibliothèque ou dans la salle d'attente du médecin. Vous allez adapter du coup. Au cinéma, j'ai besoin qu'il soit calme, posé, détendu. Peut-être que je vais utiliser un protocole couverture lestée. Par contre, à l'école, j'ai besoin qu'il soit disponible, mais pas en train de se détendre. Je vais peut-être utiliser plutôt un coussin sensoriel, un coussin kinésiologique pour stimuler la fonction proprioceptive, mais d'une façon différente. Et enfin, vous pouvez aussi vous constituer votre petite trousse sensorielle. On part en promenade en forêt, en général, on prend un petit sac avec des pansements, du désinfectant, des compresses, du coton. On se fait son petit sac finalement. On va faire la même chose, mais pour le plan sensoriel. On va regarder un petit peu avec le profil qu'on a fait tout à l'heure, comment notre personne traite. Du coup, on va adapter. J'ai besoin d'aller faire des courses. Malheureusement, pour une raison X ou Y, je suis obligée d'amener la personne ou moi-même, je n'ai pas le choix. Il n'y avait plus de créneau au drive, donc je suis obligée d'aller dans le supermarché faire mes courses. Sauf que le supermarché, l'exemple typique d'agression sensorielle. Il y a des néons, il y a du bruit, il y a du monde, il y a beaucoup de couleurs. Du coup, j'ai ma petite trousse à portée de main. Dedans, je vais peut-être y trouver un casque anti-bruit ou des écouteurs pour justement pouvoir diminuer l'information auditive. Je vais peut-être pouvoir prendre soit un collier de mastication ou des chewing-gums si j'ai besoin d'avoir quelque chose en bouche. Je vais avoir mes lunettes de soleil, des lunettes un peu teintées, comme ça, au moins, je suis moins agressée par les néons. On va pouvoir y mettre le timer ou la montre pour apprendre à gérer. Je suis obligée d'aller acheter des pantalons à mon enfant parce qu'il a pris 2 tailles de pantalons. Il a un trouble du spectre de l'autisme. J'ai pas le choix, j'ai lui acheter des pantalons. Peut-être que du coup, on va prendre avec nous le timer et puis on va lui montrer, on va aller acheter les pantalons, ça va prendre tant de temps sur le timer. Donc, j'ai toujours mon timer dans mon petite trousse de secours, donc je sais que je peux le sortir à un moment ou à un autre.
Ça peut être un foulard, une couverture, quelque chose de rassurant. Les fidgets, donc pour manipuler. Et puis, le besoin d'odeur aussi. Parce que on va aller voir mamie à la maison de retraite. Alors, c'est sympa d'aller voir mamie à la maison de retraite, mais souvent, les maisons de retraite, sur le plan olfactif, on peut vite être agressé en termes d'odeur. Donc, il vous fait un comportement de problème. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas voir mamie, c'est que par contre, tout l'environnement autour de mamie, il pose problème. Dans la maison de retraite, il y a des odeurs, il y a du parfum, il y a les odeurs du repas qui est en train de chauffer alors qu'il est 17h, donc ça n'a pas de sens pour lui. Par contre, si j'ai un flacon de parfum, une odeur rassurante et je peux mettre quelques gouttes sous le nez, au final, la personne, elle va pouvoir du coup être dans un bain olfactif suffisamment agréable pour plus être concentrée sur cette surstimulation. On a fini pour là. On vous laisse maintenant les questions. On vous laisse Madame Perrier reprendre la main pour les questions. Merci beaucoup. Alors, il y a eu beaucoup de questions déjà pendant le webinaire, pendant votre temps d'intervention. N'hésitez pas à continuer à en poser. Donc, on va débuter par les premières questions qui étaient sur le début de votre intervention, à savoir sur la présentation des profils. Donc, on a eu une première question sur qu'est-ce que l'hypersensorialité quand on entend parler d'hypersensorialité. Alors, c'est l'hypersensorialité, hypersensibilité, hyperréactivité sensorielle, hyperréactivité sensitive. Tout ça, finalement, c'est un peu des termes différents qui sont repris par les auteurs, un peu à leur sauce, qui viennent finalement de la recherche scientifique, où selon les articles de recherche, on ne va pas avoir les mêmes termes qui sont utilisés. Donc, du coup, ça revient à peu près à la même chose. Hypersensibilité, hypersensorialité, on est dans la même chose. On est dans un hyper-traitement de l'information sensorielle. Merci beaucoup. Ensuite, on a eu des questions sur l'hyposensibilité. Donc, des personnes qui se demandaient si c'était normal d'avoir en fait à la fois de l'hyper et de l'hypo sur une même personne et cette alternance entre l'hyper et l'hyposensibilité. Alors, l'alternance entre hyper et hyposensibilité, on va prendre un exemple tout simple. Vous êtes à votre lieu de travail, tout va bien. On est lundi, tout va bien. Mardi, il décide de faire des trous dans la chaussée. Donc, vous êtes constamment sous des bruits de perceuse, de marteau-piqueur. Vous rentrez le soir, vous êtes fatigué. Donc, vous êtes pourtant à des seuils typiques. Le lundi, tout va bien, votre voisin met sa machine à laver à 22h. Bon, c'est pas grave. Mardi, vous avez passé la journée avec le bruit des marteaux-piqueurs. Votre voisin met sa machine à laver à 22h. Vous allez le voir et vous allez lui dire « mais ça ne va pas, c'est pas 1 heure ». Vos flux, votre cerveau va s'adapter au quotidien. Donc, il y a des jours, vous n'allez pas être en surcharge sensorielle, vous allez être dans un bain sensoriel habituel, donc vous n'allez pas vous activer. Et du coup, quand il va y avoir un état de surcharge, vous allez mieux le gérer. Et puis des fois, où quand vous êtes constamment soumis à de l'information, vous allez exploser. Et peut-être que le mercredi, il n'y a plus aucun bruit, c'est le calme. Du coup, vous allez abaisser. Et si votre voisin met sa machine à 22h, vous ne réagirez plus. Ce fonctionnement sensoriel, il est atypique, mais il va être présent chez tout le monde, chez la personne tout venant. Le souci, c'est que chez les personnes qui ont un développement atypique, un développement de type trouble du spectre de l'autisme, ils ne vont pas pouvoir expliquer tout ça, ils ne vont pas pouvoir relativiser la situation et ils ne vont pas pouvoir gérer ces seuils d'activation. Merci beaucoup, ça répond aussi. Donc, est-ce que du coup l'hyper ou l'hyposensibilité peuvent varier selon les circonstances? Donc, vous venez de répondre à cette seconde question. Et il y a comment le gérer au quotidien dans la prise en charge. Donc là, je pense que c'est plutôt une approche parentale. Donc voilà, comment est-ce que je peux gérer au quotidien ces alternances? Tiffaine en a parlé un petit peu. On a un outil qui est génial et qui est à se construire soi-même, c'est la trousse de secours sensorielle. Quand on prévoit de partir quelque part avec son enfant, c'est vrai que c'est important de penser que tout peut ne pas se passer comme prévu. Il peut très bien y avoir des travaux à côté de l'endroit où vous vous rendez qui vont créer du bruit. Il peut très bien y avoir un embouteillage qui va créer des bouchons et donc finalement le temps d'arrivée prévu n'est plus le même. Et donc on va pouvoir, en fonction de la perturbation,
si ça dérange l'enfant, sortir nos petits outils qu'on aura repérés au préalable et les lui proposer afin qu'il puisse s'auto-gérer, s'auto-réguler et lui faire comprendre que ça va aller. Après, vous pouvez aussi vous dire qu'en grandissant, la personne, elle va développer des stratégies. Elle va trouver des techniques d'elle-même. Alors, on est plutôt sur du bon niveau, mais on va aussi pouvoir se rendre compte que si à chaque fois, la personne, elle réagit de la même façon, ça vous demande d'analyser la situation, ça va vous dire que du coup, elle vous fait passer un message et que cette situation-là génère peut-être une surcharge sensorielle. Et donc, vous allez arrêter de dégainer votre trousse à chaque fois dans cette situation-là et vous allez dire, je sais que cette situation-là engendre cette surcharge, donc je vais éviter cette situation-là. Comme ça, je ne serai plus constamment soumis à de la surcharge chez la personne que j'accompagne ou chez moi-même. Et justement, par rapport aux techniques d'habituation, donc justement, là, vous parlez, on évite la situation. Comment faire pour aider la personne à développer des stratégies ou à mettre en place des techniques d'habituation pour diminuer derrière les freins dans la vie quotidienne? Alors, je pense que Pauline sera d'accord avec moi. Là, on arrive au moment où, si c'est quelque chose qui est handicapant au quotidien, qui vous demande cette surréaction, cette suranticipation, c'est le moment où il faut envisager d'aller faire un suivi, que ce soit chez un ergothérapeute, un psychomotricien ou un orthophoniste, si c'est vraiment sur la sphère orale. À un moment donné, il ne faut pas que cette situation d'anticipation dépasse le simple fait de dire je dois aller faire mes courses, je vais faire un drive plutôt que de l'amener dans le supermarché. Si vous devez constamment être en réflexion, vous dire, oulala, je sais que là, ça peut être ça, qu'est-ce que je peux faire pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment où il va falloir désensibiliser, habituer la personne à certains stimuli, c'est des protocoles qui sont longs et du coup, il vaut mieux passer par l'intermédiaire d'un professionnel formé. Sur ce thème-là, d'ailleurs, on a une question sur le brossage des dents, qui est une vraie question, puisqu'on sait que derrière, ça peut engager d'autres problématiques. Sur ce point particulier, même si on ne peut pas développer tous les points, est-ce que vous avez déjà quelques petits conseils à donner? Alors, sur le brossage des dents, ça va vous demander une grosse analyse fonctionnelle. Là, il va falloir travailler. Il va falloir aller chercher qu'est-ce qui pose problème. Est-ce que ce qui pose problème, c'est le dentifrice? Et une fois qu'on est au dentifrice, est-ce que c'est le goût du dentifrice? Est-ce que c'est la texture du dentifrice? Est-ce que c'est l'odeur du dentifrice? L'aspect visuel. Déjà, on a 4 éléments rien que sur le dentifrice. Ensuite, maintenant que vous avez dépatouillé, le dentifrice, ce n'est pas ça. Deuxième point, est-ce que c'est la salle de bain? On est dans la salle de bain. Est-ce que peut-être que la lumière est trop vive? Il y a un miroir. Il y a du bruit parce qu'il y a d'autres personnes autour qui sont en train de se brosser les dents. Ça résonne parce que c'est une salle de bain. À nouveau, 5 éléments à analyser. Tout ça, c'est fait. Bon, c'est ni l'un ni l'autre. On arrive à l'élément central, la brosse à dents. Ma brosse à dents, c'est une brosse à dents électrique ou une brosse à dents normale? Ensuite, est-ce que c'est poil dur, poil mou? Est-ce que c'est du poil de poney, du poil de machin? En quoi est faite ma brosse à dents? Déjà là, on a à nouveau 5 éléments à analyser. Donc, si on compte bien, on a déjà 14 éléments à analyser dans cette situation du brossage de dents. Maintenant qu'on a analysé tout ça, on va aller chercher. Est-ce que j'ai un profil plutôt d'hyposensibilité ou d'hyper? Si j'ai un profil d'hyposensibilité, je vais arrêter peut-être la brosse à dents standard et je vais peut-être tenter la brosse à dents électrique. Elle vibre, elle va apporter de la stimulation en plus. Au contraire, je suis hypersensible, effectivement, je ne vais peut-être pas lui donner la brosse à dents qui vibre, je vais peut-être tenter l'autre brosse à dents. Et après, on a des stratégies quand on est dans cette situation-là. On va vous proposer peut-être d'utiliser des outils, notamment le kit Z-Vibe qui est fait chez Optoy, qui va vous permettre d'avoir 2 fonctions. La première, 3 même, la première, ça va être renforçateur. Tu te brosses les dents, tu as le droit d'utiliser le Z-Vibe qui vibre, qui a des embouts différents, donc qui peut être un apport de stimulation en plus. Donc ça, un renforçateur. Ça peut être aussi de dire, je vais me brosser les dents avec le Z-Vibe, parce que je n'ai pas le côté agressif des poils. Dans le Z-Vibe, c'est des embouts en plastique, en silicone, donc je n'ai pas ces poils de brosse à dents qui se collent entre les dents et qui vont irriter ma gencive. Donc, ça peut être une stratégie de compensation. Et enfin, ça peut être un moyen de désensibiliser. J'utilise la fonction vibrante du Z-Vibe sur toute la gencive pour saturer mes récepteurs sensoriels, ce qui fait qu'après, quand la brosse à dents arrive, je ne réagis plus. C'est comme nous, quand on est dans une position inconfortable, au bout d'un moment, on ne sent plus notre bras, on perd toute sensation dans le bras, on peut y faire ce qu'on veut, on ne sentira plus. Là, c'est la même chose qui va être recherchée. Vraiment anesthésier les récepteurs sensoriels. Donc, cette situation-là du brossage de dents qui peut être problématique, elle va vous demander une grosse analyse.
Elle peut être guidée aussi avec un professionnel. À ce moment-là, on parlait avec l'orthophoniste, le psychomotricien, l'ergothérapeute, pour voir avec lui, pour dégrossir ces différents éléments. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous avez parlé donc de ces outils-là. Où est-ce qu'on peut les trouver, notamment, là, vous aviez parlé là, pour le brossage de dents. Où est-ce que les familles peuvent trouver ce type d'outils? Optoys. Optoys, oui, c'est ça. Et après, ça peut très bien être aussi du matériel qu'on va pouvoir trouver dans le commerce une fois qu'on va avoir déterminé le matériel qui est nécessaire et qui va être le plus adapté pour nous, pour l'enfant. Ça peut se trouver chez des revendeurs médicaux, en parapharmacie, en supermarché, en pharmacie, sur le site d'Optoys aussi, qui est très bien fourni, par exemple. Merci beaucoup. Donc, voilà, les questions qui sont relatives aussi à l'hygiène corporelle. Donc là, ce qu'on peut encourager, vous me dites si c'est le cas ou pas, c'est encourager les familles éventuellement à regarder sur Optoys ce qui peut exister, et à se rapprocher aussi de professionnels pour en échanger avec elles, avec le ou la professionnelle, pour voir si c'est pertinent ou pas d'acheter. Exactement. Merci beaucoup. On a ensuite des questions sur que j'essaie d'être cohérente sur la suite, sur le port du masque. Donc toujours sur la partie sensorielle, là on est en plein dans l'actualité. Que faire si c'est compliqué pour la personne de porter un masque? Toujours la même chose, on va analyser la situation. C'est toujours la même histoire des doigts de tout à l'heure. Le port du masque, c'est quoi qui pose problème? C'est l'odeur, c'est la texture, c'est le composant, c'est le fait d'avoir quelque chose sur le visage. En fait, il va falloir à nouveau refaire cette analyse fonctionnelle qui est coûteuse parce que vous allez devoir le faire dans beaucoup de situations de votre vie quotidienne. Mais finalement, ça va vous aider à mieux comprendre comment fonctionne la personne. Ne pas hésiter aussi à verbaliser, à le questionner. Est-ce que ce qui te dérange, c'est parce que c'est collé à ton visage? Est-ce que ça te dérange parce que tu as des lunettes et que les masques en tissu avec les lunettes, ça fait de la buée, alors que les masques chirurgicaux, ça ne fait pas de buée? Est-ce que c'est parce que derrière, tout bête, hein, mais les petites ailettes qui passent derrière l'oreille, est-ce que ça t'irrite? Et dans ce cas-là, on a des systèmes d'accroche à l'arrière de la tête pour éviter que ça frotte derrière les oreilles. Il y a aussi au niveau tactile le masque qui va venir frotter contre la peau aussi, qui peut être dérangeant. Là, vous pouvez du coup faire comme ça. Vous le repliez juste au niveau du menton pour éviter que ça repasse dessous. Et à force de parler aussi, là, nous, on le sent bien, il y a l'humidité qui est constante avec la respiration au niveau du masque qui peut aussi être dérangeante. Merci beaucoup. On a ensuite des questions sur la marche sur la pointe des pieds. Donc, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Du coup, voilà, comment appréhender cette posture souvent d'enfant sur la pointe des pieds. Voilà, je vous laisse la parole sur ce sujet-là. La marche sur la pointe des pieds, elle a énormément de possibilités. Il y a plein d'étiologies. C'est quelque chose qui est dans les études actuelles qu'on mène sur les personnes avec un TSA. Pourquoi il y a cette marche sur la pointe des pieds? On va pas pouvoir tous les citer, ça ne va pas être la même chose pour tous. On a une hypothèse qui est d'ordre vestibulaire. Quand je suis sur la pointe des pieds, mon oreille interne, elle est stimulée. La même chose sur le point proprioceptif. Mes muscles, du coup, vont se stimuler. Ça peut être de l'ordre tactile. En fait, je ne supporte pas la sensation de la chaussure, de la chaussette sur ma voûte plantaire et sur mon talon. Parce que quand je suis sur la pointe des pieds, ça frotte moins sur mon talon, l'arrière de la chaussure. Donc là, il va falloir un petit peu analyser au cas par cas. Et puis, il y a aussi d'autres facteurs tels que si je suis passée par un trotteur ou un Yupala, je suis plus susceptible de marcher sur la pointe des pieds, indépendamment de tout facteur sensoriel. Merci beaucoup. On a ensuite des questions sur les évaluations que vous avez abordées donc, dans votre présentation. Donc, savoir si les tests que vous avez présentés sont accessibles à tous ou uniquement par les professionnels, les passations de tests. Vas-y, je prends le relais après. Alors, vous allez avoir gratuitement à disposition de toute personne le livre de Bogdachina, qui est donc le questionnaire qui peut être administré par n'importe qui. Un parent peut le faire, une personne peut se l'auto-administrer. C'est vraiment l'outil en libre service. Les autres outils, ils vont être réservés à des professionnels
qui vont pouvoir derrière aussi se former pour pouvoir avoir une analyse pertinente. Mais le questionnaire de Bogdachina, il va être libre de droit, donc vous pouvez acheter le livre, vous aurez tous les éléments pour l'interprétation derrière. On peut aussi avoir des versions abrégées, je pense au profil de Dune par exemple, qui vont pouvoir être disponibles en ligne également. Mais c'est vrai que pour en tirer une analyse qui va être beaucoup plus pertinente et plus précise, c'est toujours mieux que ce soit analysé par un professionnel derrière qui va pouvoir apporter son expertise. Merci beaucoup. Sur les évaluations, donc on avait la question qui peut évaluer aussi pour les adultes. Donc on a parlé des petits. Est-ce que pour les adultes, il y a une démarche différente? Pour évaluer l'évaluation sensorielle chez l'adulte. Ah oui, les professionnels qui évaluent pour des enfants peuvent très bien également évaluer pour des adultes. Je sais que moi, dans mon domaine, on évalue l'adulte avec déficience intellectuelle, mais vous pouvez avoir des professionnels libéraux qui sont formés également pour des adultes sans déficience intellectuelle. Et également dans des centres comme au CRA, par exemple, il peut y avoir des évaluations pour enfants et pour adultes. Je ne sais pas si ça répond à la question. L'évaluation sensorielle chez l'adulte sans déficience, pour le coup, avec une bonne compétence de communication, on va du coup passer plutôt par un travail de métacognition. On va l'aider à prendre conscience. Donc, il y a beaucoup d'adultes qui nous disent qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être des particularités sensorielles parce que un jour, ils ont entendu un témoignage d'une personne avec un TSA et ils se sont dit, ah, mais en fait, moi, je fais pareil, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et du coup, ça va amener à une réflexion. Ça peut être aussi quand on évalue leur enfant. On évalue un enfant, on dit effectivement, il y a une particularité d'hyper ou d'hyposensibilité. Et puis les parents disent en fait, j'ai complété le questionnaire, je me rends compte que moi aussi, en fait, il y a plein de trucs, je les aurais cochés aussi pour moi. Dans ce cas-là, chez l'adulte, on travaille vraiment par la métacognition quand il y a les capacités où on va l'aider à prendre conscience de pourquoi il réagit comme ça et comment il peut faire pour, du coup, compenser ce traitement atypique. Merci beaucoup. On a une autre question qui porte plus sur quand se tourner vers un ergothérapeute et quand se tourner vers un psychomotricien. Alors, déjà, question qui revient souvent. En Limousin, vous êtes un peu démunis. Donc, celui qui est dispo, déjà, première chose. Pour le coup, on ne va pas faire la fine bouche parce qu'on est en Limousin et qu'on n'a pas beaucoup de professionnels. Après, si vous avez le choix, ça va plus être en fonction des problématiques, je pense, qui vont être liées à la sensorialité. Je pense que Pauline pourra expliquer en termes d'ergothérapie ce que vous allez amener. Ah, je pensais que tu allais commencer. Non, d'accord. Oui, en ergothérapie, on va pouvoir proposer des éléments qui vont surtout être en lien avec l'environnement. Donc, comment en fait adapter son environnement, comment s'adapter à son environnement en apportant du matériel spécifique, comment comprendre ce qui nous dérange dans notre environnement, dans les différentes stimulations. Et on va analyser en fait chaque activité qu'on fait qui nous pose problème, analyser le comportement, observer dans quelle activité il va poser problème le cas échéant. Et on va rechercher après subtilement pourquoi et comment on peut adapter soit l'activité, soit permettre à la personne de trouver des stratégies ou d'apporter des éléments pour être apaisée dans ces situations de surstimulation sensorielle. Et en psychomotricité, du coup, on va essayer d'agir peut-être un peu plus sur des enfants plus jeunes, où on va aller voir s'il n'y a pas des répercussions sur le plan moteur. On va pouvoir amener d'autres stimulations motrices, par exemple, en complément de ce que va proposer l'ergothérapeute. On va plutôt travailler en lien. L'ergothérapeute va agir sur l'environnement, sur la personne, et puis nous, on va aller voir plutôt les conséquences sur le développement de la personne et agir sur tout le reste de son développement. On repère que effectivement, il y a une hypersensibilité vestibulaire. Donc, notre collègue ergothérapeute va agir sur cette hypersensibilité. Puis nous, on va aller faire en sorte que la personne elle expérimente suffisamment de situations pour avoir un développement moteur harmonieux, un développement du schéma corporel harmonieux aussi quand il y a un déficit proprioceptif. Donc, on va vraiment travailler en relation ensemble. Sauf en Limousin, quand on est démuni, prenez le premier qui est dispo.
Merci beaucoup. On a une question donc, qui est relative aux signes qui pourraient évoquer un trouble. Donc, en fait, une famille qui voit son enfant, voilà, souvent l'enfant, hein, puisqu'on va se questionner plutôt à ce moment-là, qui va, par exemple, se boucher les oreilles. Est-ce que ça implique forcément que le trouble il est auditif, que l'origine est auditive, ou est-ce qu'en fait, il faut creuser, il faut systématiquement creuser davantage pour être sûr de ce que l'on peut estimer en tant que parent? Je pense que déjà, dans ces situations-là, c'est important d'analyser l'environnement dans lequel on se trouve et la fréquence à laquelle l'enfant va se boucher les oreilles et dans quelle situation ça se passe. Est-ce que tout va bien et il se bouche systématiquement les oreilles quand il est au supermarché, qu'il y a du monde autour, ou quand on va au cinéma et que finalement, c'est 10 minutes avant le début du film et donc il y a beaucoup de monde à la caisse qui essaye d'entrer? Est-ce qu'il se bouche les oreilles parce que tout allait bien, on se promenait et puis d'un seul coup, il y a un groupe de personnes en quad qui vont passer à côté, ou pas du tout? Cette analyse de l'environnement, elle va être importante pour repérer si est-ce qu'il y a une stimulation auditive qui est présente à chaque fois ou pas. Après, quand au niveau des contextes, c'est pas clair, c'est vrai que c'est toujours mieux d'aller explorer ailleurs pour voir est-ce qu'éventuellement on peut avoir des sensibilités, un profil sensoriel qui va varier sur différents sens ou pas. Et je vais laisser peut-être Tiffaine compléter. Pour compléter, c'est normal dans le développement d'un enfant, dans le développement typique, on va avoir ce comportement-là. Hein, cet enfant qui met la main sur les oreilles, c'est dans le développement typique. Donc, on va surtout aller chercher, est-ce que ça dure plus de 6 mois? Si ça dure plus de 6 mois, là, on va pouvoir commencer à se dire oui. Est-ce que ça apparaît dans plusieurs contextes? Oui, là, on peut commencer à se dire ça dure plus de 6 mois, c'est dans 2 contextes différents, avec des personnes différentes. Peut-être que potentiellement, il y a un fonctionnement sensoriel atypique. Pas que. Parce que l'oreille, donc il y a effectivement le traitement auditif, mais tout le système de l'oreille interne, c'est des petits os qui vont bouger, hein, tout ce traitement-là. Donc peut-être que dans ce traitement, au niveau de l'oreille interne, il y a autre chose qui ne va pas. Donc dans tous les cas, avant de se dire c'est un profil sensoriel atypique, on s'arrête là, on va aller vérifier l'ORL. On va aller vérifier qu'il n'y ait pas des otites avec des défauts du coup de traitement de l'information auditive et un enfant qui finalement a été surpris et son réflexe a été de se protéger. Il n'a pas le... Voilà. Il ne s'y attendait pas, il voit d'un coup, sans avoir été prévenu parce qu'il n'a pas entendu le bruit en amont, il y a des véhicules qui passent à côté de lui en quad. Et là, la réaction va peut-être être de sursauter, de se mettre les mains sur les oreilles, de crier. Mais en fait, ce n'est pas du tout une hypersensibilité auditive, ça peut être lié à autre chose. Donc là, il va falloir, si ça dure plus de 6 mois, dans 2 contextes différents, avec des personnes différentes, à ce moment-là, ne pas hésiter à aller contacter un psychomotricien, un ergothérapeute ou en parler à votre médecin traitant pour voir la démarche à suivre derrière. Merci beaucoup. Donc, on a beaucoup de questions, hein, des questions également sur des points particuliers. Donc, comment réagir face à telle ou telle situation? Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes et on s'en excuse. Donc, après, notre équipe, on a un pôle ressources au CRA, donc n'hésitez pas à vous rapprocher également de notre documentaliste qui pourra peut-être répondre aussi à ces questions-là. Donc, on va continuer sur notre thématique qui est c'est l'adaptation. Donc, et aussi l'aménagement de l'espace et comment le faire. Donc là, on a une question qui est sur l'aménagement de l'espace dans le cadre institutionnel. Donc, comment faire pour s'adapter aux hyper ou aux hyposensibilités dans le cadre institutionnel? Est-ce qu'il y a des conseils particuliers que vous pourriez donner à des professionnels de ce secteur-là? Déjà, pour information, il y a des recommandations qui sont sorties par rapport à ce thème-là. Donc, je vous invite à aller les regarder pour avoir des informations. Après, dans le cadre institutionnel, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne va pas forcément avoir des personnes qui vont toutes avoir le même profil sensoriel, les mêmes hyper- et hyposensibilités. On va peut-être avoir des personnes qui vont avoir des hypersensorialités au niveau visuel et puis d'autres qui vont être en hypo. Donc, c'est vrai que proposer quelque chose de totalement homogène, c'est compliqué et ça peut être compliqué pour convenir à tout le monde. En institution, on peut par exemple installer des variateurs de lumière dans les chambres pour s'adapter de manière individuelle à la personne en fonction de sa sensorialité.
c'est vrai qu'on va privilégier aussi des espaces qui vont être ouverts, qui vont être facilement repérés et repérables. Des endroits qui vont être individualisés, on va dire. On ne va pas mélanger, mettre des portes de chambre, il faut qu'elles soient toutes au même endroit. Et on ne peut pas faire un espace qui va avoir multifonction, en fait. Après, on peut aussi agir en proposant des espaces identifiés. Ça va être de proposer un espace qui va être un espace de répit sensoriel. On va diminuer toute la stimulation. Ou au contraire, un espace de stimulation sensorielle avec du matériel type Snoezelen. Où du coup, on va pouvoir avoir cet espace quand la personne elle a besoin d'être stimulée ou au contraire d'être moins stimulée, on lui propose d'aller dans cette salle-là. Et les salles, donc il y a Snoezelen, et puis au contraire, c'est ce qu'on appelle les salles d'hypostimulation, où ce sont des salles qui vont être généralement entièrement recouvertes d'un espèce de blindage pour que la personne puisse se retrouver à l'intérieur. Il n'y a vraiment aucun stimuli. On y ferme, on ferme la porte et la personne peut se retrouver avec elle-même. Merci. On a le même questionnement dans le cadre scolaire. Donc, c'est-à-dire comment amener les particularités de son enfant dans le cadre scolaire, le faire comprendre à l'enseignant. Voilà, c'est toute cette difficulté de la scolarité d'un enfant TSA. Alors, déjà, n'hésitez pas à renvoyer l'enseignant vers le CRA, déjà. Parce que nous, on peut expliquer aux enseignants. On peut prendre un temps, pour échanger. On peut se mettre à disposition des écoles pour aller expliquer le fonctionnement des enfants avec une hyper ou une hyposensibilité. Ça commence à se démocratiser. Dans mon activité complémentaire en centre référent troubles du langage et d'apprentissage, on a finalement beaucoup d'enfants qui viennent avec d'autres troubles neurodéveloppementaux du TSA. Et les aménagements commencent à être mis en place. Les enseignants s'ouvrent, commencent à essayer de trouver des stratégies, des solutions. L'idée, c'est vraiment leur proposer d'aller écouter des témoignages, de leur amener des petits livres simples. On a la documentation pour ça qui est très intéressante au CRA, où vous allez pouvoir avoir des petits documents à proposer aux enseignants pour leur faire prendre conscience. Leur faire dire, oui, en fait, il est en hyper ou en hypo. Ça peut être aussi d'aller expliquer que vous avez remarqué que dans telle situation, si vous avez besoin qu'il fasse telle chose, et que vous faites ça, ça marche. Et de lui dire, on essaye. Et puis, si ça marche aussi à l'école, souvent, les enseignants sont très partie prenante si on leur amène déjà une solution. En disant, moi, les devoirs, je me suis rendu compte qu'en fait, si je lui propose de s'asseoir sur son coussin kinésiologique ou d'être assis par terre quand il doit faire une récitation, ça marche mieux. Du coup, souvent, les enseignantes, si ça leur permet de diminuer les crises, de diminuer les difficultés, elles vont se lancer et elles vont accepter. C'est juste qu'il faut effectivement leur amener un peu le travail déjà pré-mâché. Il faut leur amener des solutions que vous avez déjà expérimentées à la maison qui fonctionnent, tout en leur disant, attention, ça fonctionne maintenant. Vous vous rappelez, le profil, il fait ça. Ce qui fonctionnera peut-être plus dans 6 mois. Et ne pas hésiter à leur proposer le questionnaire du profil sensoriel de Dune, par exemple, ou le questionnaire de Bogdachina, il y a une version abrégée, leur proposer de le compléter avec vous, de voir un petit peu s'il y a des choses qui ressortent et de leur amener derrière l'analyse qui a été faite. Parce qu'il faut aussi savoir que ce qui fonctionne à la maison, ça ne va peut-être pas forcément fonctionner non plus à l'école. C'est pour ça qu'on peut être régulièrement amené à intervenir et à observer l'enfant. Et justement, ce qui est intéressant en remplissant les profils sensoriels avec l'enseignant, c'est d'analyser comment se comporte l'enfant à l'école, puisque les stimulations auxquelles il est soumis ne vont pas du tout être les mêmes qu'à la maison, ni le cadre. Donc là, on revient au même. Au niveau de l'auditif, le brouhaha de la classe, un enfant à côté qui va faire tomber son stylo, l'odeur des feutres au tableau, le crissement, tout ça, ça joue beaucoup. Et c'est vraiment important, une fois qu'on a fait le profil sensoriel, d'aller vers les enseignants, de leur expliquer comment l'enfant fonctionne et quelles conséquences ça va avoir, pour justement qu'ils soient encore plus partie prenante de ce qu'on va pouvoir proposer comme solution et pas les laisser dans l'incompréhension de l'impact que peuvent avoir ces propositions.
On avance dans le temps, donc je vais sélectionner encore deux questionnements. La première qui était en lien avec ce que vous venez d'aborder, donc savoir, voilà, j'ai pas de lieu pour isoler mon enfant, d'avoir un lieu de repli. Qu'est-ce que je peux faire de façon alternative? Est-ce qu'il y aurait des propositions qui pourraient être faites pour des familles qui ont un appartement qui est pas suffisamment grand pour avoir ce lieu de repli? La salle de bain ou les toilettes. Ne pas hésiter à détourner une pièce si besoin. S'il y a besoin de 10 minutes, si vous avez remarqué que c'est 10 minutes de calme, où il y a besoin de faire ce répit sensoriel, on lui propose ces 10 minutes. Ça peut être, vous êtes dans un appartement, il a sa tente, hein, il a un tipi, et son tipi, c'est son espace. L'espace de répit sensoriel, ça n'a pas besoin d'être une pièce de 30 mètres carrés. Ça a besoin d'être un espace où la personne va être rassurée. Ça peut être un tipi, ça peut être un hamac, ça peut être son lit, juste son lit. La personne est assise dans son lit. Et puis, on met un système peut-être de paravent ou des cloisons que vous mettez en claustrat, le temps de faire son espace fermé où il se détend. Le tout, c'est d'avoir vraiment un lieu qui va être identifié. J'ai besoin de diminuer ma sensation, ou il a besoin, je me rends compte que la personne a besoin de diminuer. Je lui propose de s'isoler dans cette pièce ou dans ce lieu. Donc, ça peut vraiment être n'importe où. Moi, j'ai eu le cas d'un enfant, notamment, qui, en fait, avait trouvé tout seul son rituel. Son rituel, c'est tous les soirs, il rentrait de l'école, il enlevait tous les coussins du canapé, il s'allongeait sur le canapé et il se recouvrait des coussins. Et ça durait 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, il était disponible pour le reste de la famille. Donc, toute la famille savait que ces 10 minutes-là, les autres allaient dans la cuisine pour manger le goûter, parce que c'était retour de l'école, et lui, il avait ses 10 minutes dans le salon, tout seul, sur son canapé. Et puis après, c'était bon. Il y en a une autre, et son truc, c'était d'aller dans la salle de bain. Elle allait dans la salle de bain, ça durait un quart d'heure, et puis au bout d'un quart d'heure, c'était bon. C'est vraiment d'identifier qu'est-ce qui va permettre à la personne de se détendre. Mais ça peut être n'importe quel lieu, ça peut être n'importe où, du moment qu'on lui met l'environnement autour qui est adapté. Merci beaucoup. Et donc, il est midi 14, donc ça va être la dernière question. Donc, c'est une personne elle-même autiste, donc qui pose la question. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de conclure là-dessus, donc de savoir si nous-mêmes, en tant que personne TSA, on n'est pas conscient de ce qui a pu générer l'inconfort, comment faire pour arriver à l'identifier. Là, on est sur une personne adulte qui pose cette question-là. Alors, vous n'allez pas l'identifier sur le coup. Mais vous allez peut-être vous le noter. N'hésitez pas à avoir un petit cahier, dire là, j'étais dans le métro, je me suis sentie mal. Point. On ne va pas plus loin. Et puis, vous étiez à Toulouse, vous avez pris le métro, vous vous êtes senti mal. Point. On ne cherche pas à analyser. Par contre, vous allez vous promener à Paris, vous reprenez le métro, vous vous sentez mal, vous le réécrivez. Et puis, de temps en temps, on reprend son petit cahier, on l'ouvre et puis on regarde. Donc, à quel moment je me suis sentie mal? À quel moment j'ai été énervée? On peut avoir aussi ça, de l'énervement, de la lassitude, juste une sensation de mal-être. Et puis, on regarde, et puis, au calme, quand on n'est pas dans une situation où on n'est pas bien, on prend ça au calme, tranquillement, avec un café. Et puis, on regarde et on se dit, effectivement, à chaque fois que j'ai pris le métro ou le bus, en fait, je me suis sentie mal. Donc, ça veut dire que cette situation en tant que telle, elle amène un inconfort. Point. On s'arrête là, on se laisse du temps, on ne cherche pas plus loin. Et puis, au bout de 3 mois, on reprend son cahier, on regarde à nouveau. Donc, je m'étais noté que le métro, je ne supportais pas. Puis, en fait, je me rends compte que quand je suis en réunion, je ne supporte pas non plus. Et au fur et à mesure, on va pouvoir faire des liens entre les éléments. Ça va être une analyse longue. Ça peut être aussi de mettre à contribution ses proches. Toi aussi, tu vas tenir un cahier à son conjoint ou à son parent ou à son colocataire. À chaque fois que tu vois que je fais une crise, tu l'écris. Tu ne cherches pas à analyser, tu écris juste. Et derrière, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'arriver à cette conscience de qu'est-ce qui a posé problème. En tout cas, de savoir que cette situation-là peut être problématique et donc d'anticiper la situation. Vous savez que le métro, vous êtes mal quand vous prenez le métro, vous ne savez pas qu'est-ce qui induit cette sensation. Est-ce que c'est tous les canaux sensoriels? Est-ce que c'est un seul? Par contre, vous savez que ça va être compliqué. Donc, vous allez prévoir votre trousse avec vous. Et en fait, vous allez expérimenter. Vous avez votre trousse avec vous. Donc, vous dites que c'est peut-être les odeurs. Donc, je vais tester. Si je mets un parfum rassurant, non, en fait, je me sens toujours mal. Donc, ce n'est pas ça. Et ainsi de suite. Par élimination, on va réussir à trouver ce qui pose problème dans la situation. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On a débordé un tout petit peu, mais il y avait énormément de questions. Encore une fois, on est désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Donc, nous vous proposons au terme une enquête de satisfaction. Donc, vous pourrez aussi dans les commentaires
indiquer des thématiques que vous souhaiteriez voir développer, donc notamment si vous voulez voir approfondir quelques parties sur la sensorialité, n'hésitez pas à le mentionner. Cet après-midi, pour ceux qui sont disponibles, il y a rapport à la douleur et autisme, donc on a pu avoir des questions un petit peu autour du sang qui ont été posées, donc j'ai pas eu le temps malheureusement de les poser aux intervenantes. Vous pouvez notamment là-dessus, sur ce thème, les poser tout à l'heure au prochain webinaire si vous avez la possibilité d'y participer. Je vais laisser nos intervenants clore le webinaire et donc une fois ceci effectué, je couperai l'intervention. Merci beaucoup à vous. Merci à vous du coup d'avoir suivi. N'hésitez pas donc à prendre contact avec le centre de documentation du CRA si vous le souhaitez, à prendre contact aussi avec nous en tant qu'intervenante, puisqu'on a aussi un rôle de ressources et de conseil sur le CRA. Donc, on peut être disponible aussi pour échanger avec certaines personnes. Voilà. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Non, merci de votre attention. Et puis, on espère avoir pu répondre aussi au mieux aux questions que vous avez pu poser, en tout cas à celles qui nous sont parvenues. Merci et bonne journée du coup.